Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un énorme plaisir de vous retrouver ici, puisque comme l'an dernier, Bain est à nouveau partenaire pour les études du Forum d'Avignon. Et encore une fois, vous nous faites le redoutable honneur de jouer les oracles dans un monde média en pleine évolution et de mettre en perspective toute une année d'innovation, une année d'évolution qui sont à la fois porteuses de révolution, comme on vient de le voir sur cette vidéo. Alors, sous nos yeux et presque du jour au lendemain, voici que l'écrit se lit et se vit en termes d'iPad et de Kindle, en termes de tablettes et de liseuses. Donc, nous le sentons tous, nous sommes maintenant au pied d'une montagne numérique, une montagne qu'il va falloir gravir sans être le Sisyphe que le rocher écrase avant qu'il n'atteigne le sommet de cette montagne. Parce que le sujet qui nous intéresse et dont on va discuter ce matin est vraiment de savoir si nous allons subir cette évolution ou si nous allons pouvoir l'accepter, l'accueillir, l'accompagner afin d'influencer, de façonner les écrits au sens large et au pluriel pour faire de cette migration numérique, enfin, et je crois que le mot est important, enfin une migration qui soit créatrice de valeur. Alors notre point de départ, et je pense qu'il est partagé par tous ici, parce que nous sommes tous ici convaincus de l'imbrication étroite entre le monde de la culture, de l'économie et des médias dans une dynamique de modernité. Nous partageons une même passion pour les écrits. Cette passion, elle est née avec nous, avec la découverte du monde qui nous encourt. Elle a accompagné notre soif de connaissance. Elle nourrit notre besoin d'information. Elle forme la base de notre apprentissage humain. Et enfin, elle participe à l'enrichir nos activités de loisirs. Alors, chacun de ces anneaux olympiques, si je peux m'exprimer ainsi, en fait, assez peu changé depuis les premiers livres. Nous sommes passés du déroulé du parchemin au promener des feuillets, un peu comme on effeuille une fleur, avec chaque feuille représentant une étape de notre vie, l'écrit participant de notre condition humaine. Tout cela, nous l'avons tous ici présents dans cette salle, appris et nous le puisons chaque jour au travers à la fois du livre, puisque c'est le sujet central, mais aussi du magazine et du journal, en un mot du papier. Avec le passage au numérique, et c'est important, c'est notre préhension du monde, c'est notre sens tactile qui nous entoure, qui se trouve modifié. Une préhension avec beaucoup d'appréhension, puisque un des sujets, c'est est-ce que cette industrie va subir ce que d'autres industries des médias ont pu subir dans le passé. Mais de quoi aurions-nous peur? Et c'est important d'y revenir un petit peu. Vous l'avez remarqué, parce que je suis monté sur cette estrade avec un ouvrage publié il y a 5 siècles, en 1560 à Lyon. Ouvrage sur le poète Terence, qui écrivait donc, il y a 23 siècles, une citation qui m'a semblé particulièrement importante pour aujourd'hui. Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Or, le numérique aujourd'hui, comme Gutenberg hier, c'est de l'humain et ça ne saurait donc nous être étranger. Du rouleau de parchemin au manuscrit, du papier au numérique, ni la pensée ni l'écrit n'a vieilli et c'est le cœur de notre discussion aujourd'hui. Le numérique nous offre simplement des possibilités démultipliées, juste pour en évoquer 2. La solitude de l'écrivain et de la feuille de papier n'existe plus, puisque de la machine à écrire au traitement de texte, il s'en était déjà affranchi. Avec le numérique, il accède à l'université potentielle des lecteurs, et le lecteur, à son tour, n'est plus seul, et de cette manière, la symétrie lecteur-auteur se trouve un petit peu retrouvée. Et avec le livre numérique, le contenu, vous le verrez dans la suite de ma présentation, redevient premier, redevient central, puisque le contenant a plus ou presque d'importance. Donc la question fondamentale, c'est est-ce que le livre est le suivant, comme naguère la musique, sur la liste des industries médias à avoir fait face à la destruction générée par le numérique. Et c'est donc dans cette optique qu'avec Bain & Company, nous avons lancé une étude résolument ancrée dans les attentes des consommateurs et surtout sur les futurs modes de consommation. Cette enquête a couvert 3 continents, 6 pays, plus de 3000 consommateurs, représentatifs de la population totale, à la fois en termes de représentativité et de fiabilité. Et donc nous avons couvert les États-Unis, l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Corée du Sud et le Japon. Permettez-moi de partager quelques chiffres de cette étude. Partant de près de 3% en moyenne de consommation aujourd'hui, 7% si on attend les intentions d'achat des 6 à 12 mois, donc grosso modo le Noël qui arrive, nous prévoyons que 15 à 20% de la population mondiale sera équipée de plateformes numériques de lecture, que ce soit tablettes ou liseuses dédiées, à l'horizon 2015. Ce qui est important dans ce chiffre, c'est que finalement les 2 modèles, liseuses dédiées type Kindle et tablettes multifonctions type iPad, pour sursimplifier la solution, vont coexister.
et une coexistence, excusez-moi, qui allie le confort de lecture de la liseuse dédiée, dont on peut se poser la question si c'est une expression de la nostalgie du papier, qui va lui permettre de représenter encore à horizon 2015, selon notre étude, entre un tiers et un quart du marché des plateformes numériques de lecture. Alors, quels sont les freins à l'adoption du livre numérique? D'abord, il reste important, et lorsqu'on contraste un graphique comme celui-là, des graphiques que nous avons pu voir dans l'industrie de la musique, ces barrières sont encore importantes. Plus de 40% d'entre nous sont encore profondément attachés, si vous me permettez l'expression, à la sensualité de l'expérience du papier. C'est non seulement un chiffre qui varie peu entre pays, et plus important, c'est un chiffre qui varie peu entre générations dans notre étude. Alors, bien évidemment, ce que nous ne mesurons pas, c'est l'attachement à cette expérience papier des générations les plus jeunes qui, elles, ne sont pas couvertes, pour des raisons évidentes, par cette étude. Mais néanmoins, c'est important parce que ça laisse le temps aux acteurs de l'écrit, à l'ensemble des acteurs de cet écosystème, pour accompagner le changement de support tout en renforçant leur rôle, transformer tout en restant eux-mêmes. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y en a une, et elle est de taille, c'est que les lecteurs d'e-book, les lecteurs et les acheteurs d'e-book aujourd'hui lisent et consomment plus de livres qu'avant leur achat d'une plateforme de lecture numérique. Ça, c'est unique, et ça, on ne l'a pas vu dans d'autres migrations numériques comme celle de la musique. Alors, nous sommes bien évidemment sensibles au fait que nous ayons encore affaire aujourd'hui à une population dite d'early adopters, un phénomène de constitution de bibliothèques numériques. Les chiffres sont là, ils sont corroborés par l'expérience des éditeurs, par aussi l'expérience d'Amazon aujourd'hui. Nous avons assisté, et ça continue depuis plusieurs mois, à une augmentation de la consommation totale chez les personnes équipées de plateformes de lecture numérique. Alors je crois qu'il est important, et c'est un peu notre rôle de consultant, d'avoir ni une ivresse optimiste technophile, ni un catastrophisme de Cassandre passéiste. Mais je voudrais simplement rappeler ceux qui prédisaient avec l'arrivée du livre de poche la mort du grand format, ou ceux qui, avec la naissance de la grande presse, prédisaient la mort du livre. C'est en fait le contraire qui s'est produit. Et dans un univers média en pleine fragmentation, où la compétition pour le temps disponible des audiences est de plus en plus forte, notamment dans un univers où le multitâche a de plus en plus d'importance, c'est une bonne et c'est une nouvelle aussi surprenante. Et elle marque pour nous un point essentiel qui est le pouvoir imaginaire de la littérature générale. Et au risque d'apparaître un petit peu vieille école, vous allez me dire avec un livre datant de 500 ans, j'ai déjà accompli cette tâche, mais le livre nous permet de vagabonder, d'exercer notre liberté, et les plateformes numériques ont un rôle essentiel pour nous permettre d'exercer de plus en plus cette liberté. Je crois que tous, quand nous lisons Le Rouge et le Noir, nous nous imaginons à notre façon Julien Sorel, à notre gré, avant de nous le représenter sur la même plateforme numérique, sous forme visuelle, vidéo ou image, incarné en Gérard Philippe. Donc au total, c'est 20% du marché du livre qui passera au numérique en 2015. Avec bien entendu une image contrastée, comme vous le voyez sur ce graphique, entre pays, bien évidemment une image contrastée entre genres littéraires, certains genres comme les encyclopédies ou les mangas, pour évoquer un peu deux extrêmes, sont en train ou sont déjà passés au numérique. 15 à 20%, 25% pour les États-Unis ou la Corée, c'est certainement moins que la musique, et ça c'est un chiffre à garder en tête, qui vient à peine après 15 ans de transition de passer la barre des 50% de numérique aux États-Unis. C'est moins, mais c'est nettement suffisant pour modifier profondément les relations économiques des différents acteurs de l'industrie du livre. Tous les maillons de la chaîne de valeur vont être touchés, nous allons y venir, et dans une certaine mesure, Amazon, Google, Apple, plus que d'être de simples pourvoyeurs de livres numériques ou de livres livrés à domicile, vont devenir, à notre avis, les bouquinistes, un peu les prescripteurs des quais de scène des années 2010. Et ce qui est important, et ça nous y croyons énormément, c'est que nous avons là enfin, peut-être, l'opportunité d'avoir une transformation numérique créatrice de valeur. Et pour que ce soit le cas, il faut que 3 choses se passent. D'abord, qu'il y ait la continuation des tendances de consommation que je viens d'évoquer. Deuxièmement, il faut que les mécanismes de partage de valeur entre acteurs, tels qu'ils existent, tels qu'ils ont été redéfinis au cours des 6 derniers mois, aient une certaine stabilité. Troisièmement, et c'est peut-être le point le plus important, il faut que l'innovation de chaque acteur de la chaîne de valeur. Nous avons parlé l'an dernier à cette même estrade du rôle clé de l'innovation dans
la création artistique, dans la création économique, soit présente. Et soit présente pour chacun des auteurs, chacun des acteurs, depuis les auteurs jusqu'aux lecteurs. Alors prenons-les un par un. Les auteurs clés de voûte de la création vont bien nécessairement innover en créant de nouveaux formats, un peu comme les Balzac et les Dumas ont su le faire avec l'apparition de la grande presse, sans altérer la qualité littéraire de leurs écrits, avec une question fondamentale qui est: est-ce que le roman peut ou est-ce que le roman va redevenir feuilleton? Question un peu aussi fondamentale qui a été évoquée hier matin, qui est: est-ce que la gestion des droits d'auteur peut être plus innovante que le modèle actuel fait d'avance et de pourcentage, avec un partage du risque? Les fabricants, avec une baisse des volumes physiques de l'ordre de 20%, vont devoir innover. Il va falloir aller au-delà des simples problématiques de réduction de coûts pour réfléchir à des constitutions d'écosystèmes à échelle la plus large possible. Les diffuseurs et les revendeurs aussi vont devoir rechercher l'échelle la plus large possible, pas seulement pour améliorer leur compétitivité, mais aussi pour avoir accès à des produits plus exclusifs, plus tôt, plus innovants. Et enfin, pour finir, je crois que les lecteurs ont un rôle absolument clé à jouer pour assumer et assurer l'irrigation de cet écosystème en termes d'innovation. Le livre numérique, en plaçant le contenu au centre du dispositif, place en fait le lecteur au cœur de cet écosystème. Et si vous me le permettez, le marketing, qui est un mot encore un peu tabou dans nombre de groupes médias ou dans nombre de sociétés d'édition, devient essentiel pour mieux discerner, anticiper les attentes des lecteurs dans un monde hybride qui va mêler l'écrit, la vidéo, l'image, mais aussi le service et les applications. Donc, d'une certaine mesure, le lecteur devient de plus en plus prescripteur. Enfin, et je voulais finir évidemment par ce maillon de la chaîne de valeur, de notre point de vue, et nous avons une conviction très très forte, au risque d'aller un peu à contre-courant de certains écrits récents, nous pensons qu'il y a un rôle central pour les éditeurs, renouvelé, pour les éditeurs et les maisons d'édition, à jouer. Dans l'immense bibliothèque mondiale mise à la portée de tous, de chacun, comment aller vers un ouvrage inconnu sans garder un minimum de prescripteurs compétents qui vont permettre d'orienter ses choix, comme nous suivons aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, les orientations de nos critiques littéraires. Alors, 3 points qui me semblent particulièrement importants. D'abord parce qu'un livre numérique n'est pas uniquement et ne sera pas uniquement un livre homothétique. Un éditeur va devenir un créateur de contenu numérique. Deuxièmement, parce qu'un livre numérique permettra aussi une meilleure réponse aux attentes et aux besoins des lecteurs, bien évidemment sans sacrifier aux voix de la pensée créatrice, mais un éditeur devient un acteur fondamental du marketing numérique. Et enfin, parce qu'un livre numérique reste encore aussi un livre physique, tout en ouvrant sur une fenêtre d'autres contenus, un éditeur devra expérimenter avec d'autres modèles économiques B2C, que ce soit l'abonnement ou la fourniture de services adjacents au contenu. Donc, ces écrits numériques pourraient devenir hybrides, faisant de la lecture une expérience multimédia, qui vont mêler l'écrit, l'image et le son. Des structures de narration non linéaires vont se faire jour, juxtaposant des sources multiples. Des œuvres interactives vont aussi mettre à contribution le lecteur lui-même pour faire de la lecture une expérience plus partagée. Et aussi de nombreux réseaux sociaux de lecteurs et d'auteurs sont en train de voir le jour dans cette logique. Et vous avez quelques exemples sur cette exhibit. Alors, il est bien évidemment trop tôt pour prédire l'importance, le poids, la pérennité de chacun de ces modèles, mais il est clair que le livre numérique de demain participera de chacun d'entre eux. Ce qui est clair, c'est que la simple transposition homothétique du contenu numérique vers le papier ne suffira pas à faire du numérique une source de création de valeur pérenne. Si le livre demeure, il ne cesse de se transformer. Alors, nous avons eu le grand honneur hier d'ouvrir le Forum d'Avignon sur l'intervention de M. Appadouraï. Je voulais me permettre un peu de conclure en évoquant à mon tour un grand anthropologue, Claude Lévi-Strauss. Gardons à l'esprit que le temps qui est le nôtre aujourd'hui voit le triomphe de l'écrit. Cet écrit dont Claude Lévi-Strauss disait que, né il y a 4000 ans, il n'est passé d'un mode de caste fermé à un lectorat ouvert bientôt universel, finalement, que depuis 3 générations. Nous sommes encore dans l'enfance de l'écrit. Et le temps de la modernité technologique et de l'émergence de continents, des milliards d'êtres humains accédant maintenant à l'information et au savoir, est une source de modernité, est une source d'humanité et sera aussi, on l'espère tous, une source de rentabilité. Merci beaucoup.